Petit rappel avant. Tout le monde est OK. Je vois, ça surprend. J'espère que tout le monde est OK pour l'enregistrement. Donc, c'est bien les travaux de la commission recherche de la SAES, la Société des anglicismes d'enseignement supérieur. Et on a lancé, maintenant c'est la troisième année qu'on fait des webinaires afin d'accompagner les collègues et puis de donner des informations pour tout ce qui concerne le financement de la recherche et des mobilités liées à la recherche. Donc, ça recouvre à la fois toutes les possibilités d'avoir des financements de mobilité ou de déposer des projets de recherche interlabos ou sur des dispositifs plus personnels comme l'IUF. Donc, il y a toute une série de webinaires que vous trouvez en ligne sur le site de la commission recherche. Peut-être je les mettrai peut-être après pour rappel dans le chat. Et le séminaire d'aujourd'hui, donc les membres cette commission qu'on appelle nous la commission financement ici présents sont John Eric, Lucie, Rémi et moi-même. Et Mabel a demandé à ce qu'on veuille bien excuser son absence parce qu'elle a un séminaire de recherche aujourd'hui à Annecy. Et donc l'idée avec ce qu'on vous propose aujourd'hui comme webinaire, c'est de faire suite au webinaire qui s'était tenu le 10 octobre dernier, où on avait entendu trois collègues. Alors, il y avait Anne Duprat, je me souviens, de l'Université de Picardie, Jules Verne, David Folliard, qui était de Paris-Cité, et Émilie Magna, qui est une collègue de l'Université Lumière Lyon 2, qui étaient trois collègues enseignants-chercheurs qui avaient déposé des ANR, des projets ANR qu'ils avaient réussi à obtenir. Donc, on avait eu leur retour d'expérience sur le dépôt du projet ANR. C'est pour ça qu'on l'avait fait au mois d'octobre. Et au fil de la discussion, avait émergé l'idée que ce serait bien de faire un deuxième séminaire qui soit beaucoup plus sur les aspects concrets du dépôt de projet, c'est-à-dire comment répondre et rendre le dossier au niveau de la phase 2, c'est-à-dire qu'une fois que le projet a été accepté, disons sur la première étape, qui est une présentation HS générale de manifestation d'intérêt sur le projet, comment répondre précisément à cette phase 2, qu'est-ce qu'on attend dans cette phase 2. Et donc, on s'était dit que ce serait bien d'inviter des collègues qui travaillent dans les services d'appui à la recherche dans les universités. Et on a demandé à Valérie Dutilleul, ici présente de l'Université Jean Moulin Lyon 3, et Karl Gosselet de l'Université Paris-Cité et du CNRS, de bien vouloir participer aujourd'hui au séminaire, ce qu'ils ont gentiment accepté de faire. Et notre collègue Mary Lavissière, qui a obtenu aussi l'ANR l'année dernière, de nous faire également ce retour d'expérience sur cette phase 2 du point de vue du porteur ou de la porteuse de projet. Voilà. Donc, j'ai fait le lancement. Est-ce que j'ai oublié des choses pour le lancement? Je pense qu'on est bon. Donc, le webinaire, comme d'habitude, on va l'enregistrer. On le mettra en ligne sur le site de la SAES. Et l'idée, c'est les trois intervenants vont faire une petite présentation. On vous propose d'enchaîner les présentations. Et puis ensuite, on posera, bien sûr, on répondra à toutes les questions qui sont en ligne ou qui nous sont parvenues éventuellement depuis l'annonce du séminaire. Voilà. Donc, je crois qu'on avait. L'idée, c'était que Karl débute en intervenant, puis on écoutera Valérie, et on finira par l'intervention de Mary, si ça vous convient. Puis après, on répondra à toutes les questions. Moi, je vais ouvrir le chat, comme ça, je verrai également les questions. Donc, Karl, voilà, si vous voulez bien prendre la parole, le, Bonjour. le... Bonjour. Karl, t'accapare une seconde. Est-ce que tu as besoin de partager ton écran? Non, 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 je te remercie. Euh, je m'appelle Sylvain Karl Gosselet, je suis ingénieur de recherche du CNRS au laboratoire Échelle à l'université Paris-Cité, donc le même laboratoire que John Eric. Et j'ai travaillé donc avec Daniel Folliard que vous avez eu sur la première partie, sur une ANR qu'on a remportée l'an passé en SHS d'environ 700 000 euros avec un certain nombre de partenaires. Et bien aujourd'hui, voilà, je vais pouvoir vous répondre à vos questions s'agissant de la phase 2 et de spécificités qui certaines seront redondantes par rapport à la phase 1, mais sur lesquelles il est peut-être utile de pointer l'importance, sans doute. Voilà. Est-ce que vous voulez faire un petit propos liminaire pour voir un petit peu si d'entrée de jeu, il y a des points importants que vous souhaitez signaler dans la façon dont les porteurs et les porteuses envisagent cette phase 2 et notamment la question
qui s'était posée lors du séminaire du mois d'octobre, c'était de savoir dans quel sens travailler. Alors, on sait bien que chacun, après, adapte sa façon de travailler, mais une question qui était ressortie, c'est est-ce qu'il valait pas mieux, finalement, commencer par le grand dossier qui est celui qui est attendu en phase 2 pour pouvoir écrire celui de la phase 1, c'est-à-dire commencer à travailler, disons, dès le mois de février-mars de l'année d'avant pour vraiment être au clair sur ce qu'on attend sur la phase 2. Alors, qu'est-ce que, de ce point de vue-là, vous envisagez ou vous voyez du fait de votre expérience? Alors, du fait de mon expérience, hein, effectivement, il peut y avoir des particularités selon les projets. Euh, ce serait intéressant. Ce n'est pas ce que nous avons fait, de partir directement sur un projet en phase 2, une rédaction de projet en phase 2, d'une part parce que nous n'avions pas encore, euh, c'était une question de temps, nous n'avions pas encore totalement configuré l'équipe. Et d'ailleurs, nous avons injecté des partenaires supplémentaires, même passé l'attribution du projet. Euh, mais c'est une piste intéressante. Et effectivement, si vous avez le temps et si vous avez une vue complète, exhaustive, détaillée de votre projet, euh, là, oui, je recommanderais de le faire en entier, type phase 2, et puis de raccourcir pour revenir à l'essentiel de ce qui est demandé en phase 1 et avoir le temps de reprendre la phase 2 avec un peu plus d'avance que si rien n'avait été rédigé. Cependant, il faut être absolument attentif aux remarques qui sont faites en phase 1 par les experts qui vont examiner le dossier. Et alors, c'est la palissade, mais il faut prendre en compte ce qu'ils vont dire et ça peut avoir des répercussions importantes sur le dossier préparé d'avance pour la phase 2. Donc, il y a de toute façon un travail important pour le dossier en phase 2. Est-ce que tu peux revenir un peu sur voilà, voilà, les différences, bah, là, c'est la question que Rémi vient de poser dans le chat sur les différences principales qui permettent d'appréhender le passage de la phase 1 à la phase 2? Alors, nous, ce que nous avons rencontré comme différence entre la phase 1 et la phase 2, ce sont les points suivants. D'abord, Euh, en premier lieu, nous avons pris en compte les remarques et les questions des experts à la phase à la fin de la phase 1. C'est-à-dire qu'on a reçu un certain nombre d'observations. Exemple, la parité n'est pas optimale. Donc, ce sont des choses qu'il faut absolument prendre en compte. Il faut répondre dans le sens des questions des experts, y compris en lisant à travers leurs questions, ce qu'ils sous-entendent. Parce que parfois, c'est un peu elliptique ou parfois, ça suggère sans suggérer. Donc, il faut être très attentif et se mettre dans l'esprit de l'ANR et dans la tête des experts pour répondre, pour coller à leurs questions ou à leurs observations. Et évidemment, il faut aller dans leur sens, sauf si vraiment il y a quelque chose qui ne colle pas dans leur observation. Et avec beaucoup de diplomatie, on peut leur expliquer pourquoi on ne fait pas ça comme ça ou pourquoi on ne fait pas ça comme ça. Alors, les observations sont envoyées à la fin de la phase 1 et nous avons pris le parti d'y répondre, première chose, c'est pas obligatoire. Et deuxièmement, d'y répondre par mail, pas dans le dossier. Mais dans le dossier, nous avons pris en compte leurs remarques et leurs observations ou leurs questions pour modifier le dossier. Donc vous avez De- modifié le dossier d'un côté et à côté et en plus de ça, vous avez ajouté en annexe du dossier, disons, ou du coup dans un email, une liste de modifications que vous avez faites et les réponses que vous avez apportées. c'est plutôt une réponse rédigée qu'on l'a fait. Nous vous remercions pour vos observations, vos questions et sommes très contents de passer en phase 2. Euh, nous nous permettons d'apporter quelques précisions par rapport à vos interrogations et on a fait une vingtaine de lignes de mémoire. Et je crois qu'on s'est beaucoup posé la question de savoir si on le faisait ou si on ne le faisait pas. Et de quelle forme on le faisait. En particulier, il y a une des remarques qui était faite et qui ne convenait pas
enfin, je ne vais pas dire qu'elle était scientifiquement fausse ou autre, mais on avait une autre approche. Et du coup, on a expliqué, on a détaillé cette autre approche pour la justifier et pour ne pas être ou dans le silence ou dans le refus complet de l'approche des experts de l'ANR. Donc, ça a été sous cette forme. Et puis après, évidemment, on a retravaillé le dossier. Ça a été un très gros travail. La réponse est très limitée en nombre de pages. C'est une vingtaine de pages de mémoire. Et donc, on concentre, alors pour le coup, on concentre millimètre par millimètre, ligne par ligne, le texte quand on est un petit peu prolixe en détail sur le projet. D'autres différences entre la phase 1 et la phase 2, si c'était ce que tu me demandais, générique, évidemment, c'est beaucoup plus détaillé. Il faut être très ferme sur ses positions, sur ses réponses. C'est-à-dire qu'on a un projet scientifique. On est évidemment, dans bien des cas, sur de l'hypothèse, mais aussi on a des certitudes. Et il ne faut pas avoir peur de montrer, de prendre, comme avec le RC, un risque scientifique en exposant ses intuitions et ses certitudes pour les mettre en balance et montrer que ce projet d'ANR euh, a une assise, mais aussi euh, voilà, la prise de risque, elle est là et on l'assume. C'est plutôt ça. Et puis, eh bien, il faut être vraiment excessivement précis sur la partie financière, la détailler, sur le cheminement scientifique du projet, sur le calendrier du projet, et puis ben, répondre à tous les marqueurs de l'ANR attendus à ce niveau, que ce soit à l'ANR ou à l'ERC aussi, c'est-à-dire euh, euh, des attendus d'un tel projet, mais ça, vous avez dû en parler sur la phase 1, c'est-à-dire la science ouverte, le partage dans la société, les, euh, euh, les collaborations internationales, si c'est possible, la pluralité des équipes, voire la pluridisciplinarité des équipes ou l'interdisciplinarité. Évidemment, une certaine parité aussi scientifique entre des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs, et puis être aussi très précis sur les besoins de recrutement qu'on va avoir et les expliquer. Surtout, il faut expliquer, on a besoin d'un contrat doctoral parce qu'on veut faire ça, et on ne peut pas faire ça avec un ingénieur, donc on veut un contrat doctoral, ou on ne peut pas faire ça avec un stagiaire, donc on veut un ingénieur, etc., etc. Voilà l'essentiel de ce que j'ai en tête, mais dans le détail, on peut encore avoir beaucoup plus d'exemples. Merci Karl pour ce cadrage général. Je propose qu'on passe la parole à Valérie qui voulait, on en avait parlé toutes les deux un petit peu en amont pour intervenir sur des thèmes qui sont un peu similaires. Donc Valérie, si vous voulez bien, vous pouvez prendre le micro. Bonjour à tous, donc je suis Valérie Dutilleul. Donc, contrairement à Monsieur Gosselet, moi je ne travaille pas dans un laboratoire, mais je travaille à la DRED, qui est la Direction de la recherche et des études doctorales de l'Université Lyon 3, qui est une université donc en SHS. Et donc, je suis dans le pôle montage de projets, accompagnement des enseignants-chercheurs pour monter leur projet. Je fais également partie de la commission SHS de Cap Recherche, réseau Cap Recherche, qui est un réseau national d'homologues qui sont dans des services d'appui. Voilà. Et dans notre commission, bien, nous avons fait déjà un certain nombre de tables rondes au cours desquelles nous avons invité justement des évaluateurs de l'ANR pour nous expliquer justement comment ça se passait dans les comités d'évaluation. Donc, moi, ce que je pourrais dire, enfin, de manière un petit peu plus large, déjà aussi dans le cadre de l'appel générique de l'ANR, il y a plusieurs dispositifs de financement. Monsieur Gosselet a parlé donc d'un projet qu'ils ont déposé, qui a été financé. Peut-être était-ce un PRC, un projet de recherche collaboratif, voilà, parce qu'effectivement, il y a les PRC, PRCE,
donc avec la participation d'une entreprise, ou le PRCI si ça a une dimension internationale. Et puis, il y a également le JCJC qui est destiné, donc, qui est un dispositif destiné aux jeunes chercheurs et jeunes chercheuses. Alors, peut-être parmi vous, il y en a qui seraient concernés parce qu'il y a des conditions d'éligibilité, notamment en durée, par rapport à quand vous avez passé, vous avez soutenu votre thèse, et puis aussi depuis combien de temps vous êtes en poste dans l'établissement où vous êtes. Alors, et déjà, c'est important parce que du coup, selon si vous déposez un PRC, un projet de recherche collaboratif ou un JCJC, on n'est pas tout à fait dans la même approche. C'est vrai que le JCJC, ce qui va être mis en avant, c'est vraiment cette capacité pour le jeune chercheur à pouvoir se responsabiliser et à pouvoir donc mener une équipe de recherche et à développer son propre axe de recherche. Donc, ce qui est déjà différent dans la manière de rédiger par rapport à un PRC. Après, effectivement, quand vous passez l'étape 2, donc c'est 20 pages bibliographie comprise. Donc, c'est beaucoup et pas beaucoup. Voilà, pour effectivement démontrer ce que vous voulez faire. Et je dirais qu'il y a une architecture. Moi, je ne suis pas là au niveau, pour juger au niveau scientifique, mais par contre, on propose une relecture par rapport à la structuration du projet, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des étapes clés, il y a des mots-clés, au niveau notamment méthodologie. Ça, c'est super important. D'où vous partez, où vous voulez aller, avec quels moyens, comment vous allez le faire. Ça, c'est très important parce qu'effectivement, les évaluateurs, justement, qu'on a eu au cours de nos tables rondes, nous ont tous dit, c'est pas bon quand on passe du temps sur l'analyse, sur l'instruction d'un dossier. C'est pas bon signe parce que justement, ce qu'il faut savoir, c'est que votre comité d'évaluation auquel vous êtes rattaché, ça ne sera pas forcément la personne qui va lire, ça ne sera pas forcément un expert comme vous. Les évaluateurs peuvent venir de disciplines différentes. Donc, voilà, ils ont besoin de comprendre rapidement d'où vous venez et où vous allez. Donc, la méthodo, c'est important. Il y a aussi la notion d'équipe, effectivement. Il y a une présentation de l'équipe, ça c'est très important aussi, parce que vous allez faire appel pour mener à bien votre projet, atteindre les objectifs. Vous allez avoir une complémentarité d'expertise, de compétences. Et ça, effectivement, comme l'a dit M. Gosselet, il faut l'expliquer. Pourquoi? Pourquoi vous avez besoin de toutes ces personnes pour atteindre vos objectifs? D'autre part, je ferai une petite aparté. Quand vous montez votre équipe, finalement, je dirais que dans vos établissements, il est important de mettre très rapidement, le plus en amont possible, votre service d'appui au montage. N'hésitez pas à aller les voir pour avoir des conseils et puis parler de vos premières idées. Parce que nous, on a eu le cas, par exemple, pour l'édition 2025, d'un projet qui était déposé. Alors, Lyon 3 était partenaire, donc justement pour un PRC, n'était pas le porteur principal. Mais pour l'équipe de Lyon 3, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait quelques petits soucis dans le montage de l'équipe, parce qu'au départ, je n'avais pas de personnel permanent. J'avais une professeure émérite, j'avais un postdoc, enfin voilà. Et déjà, rien qu'à ce niveau, c'était problématique. Donc, justement, l'ANR ne s'oppose pas, par exemple, dans un tel cas, à ce qu'il y ait un professeur émérite qui soit responsable d'un projet. Mais je dirais, ça peut être problématique au niveau de la réglementation, de la législation. Donc, c'est pour ça que je fais cet aparté qu'en amont, il est important, le plus rapidement possible, de vous faire accompagner par votre service d'appui pour qu'on valide un certain nombre de choses ensemble. Donc, l'équipe, méthodologie, équipe, ça c'est important. Il y a effectivement tous les aspects budgétaires parce que
voilà, le budget est important, il doit être cohérent. Il doit être cohérent par rapport à ce que vous faites. Et ça, les comités d'évaluation, ils sont sensibles. Ils pourront faire une remarque en disant qu'un budget leur paraît complètement ahurissant par rapport à la grandeur du projet, aussi bien de manière inférieure que de manière supérieure. Donc, il faut qu'il soit cohérent par rapport à ce que vous faites, sachant que dans l'étape 1, vous devez déjà annoncer sur la plateforme de soumission combien le budget va vous coûter. Donc, ce qui veut dire que vous devez déjà y avoir réfléchi. Parce que après, en étape 2, normalement, vous avez une marge de plus ou moins 7% par rapport à ce que vous avez annoncé dans l'étape 1. Alors, ça peut un petit peu être au-dessus de 7%, mais ce qu'on conseille, c'est de le justifier tout de suite. Vous pouvez, à l'étape 2, justifier des choses qui n'apparaissent pas dans l'étape 1. Donc ça, il faut effectivement le budget, s'il dépasse ces 7%, c'est quelque chose qu'il faut immédiatement justifier. Donc les aspects budgétaires sont très importants. Et puis aussi les impacts, effectivement les impacts socioculturels, socio-économiques, voilà, que vous n'évoquez pas à l'étape 1, qui deviennent importants à l'étape 2. Donc cette ouverture sur la société, effectivement les SAPS, avec et pour la société, ça en fonction de vos disciplines, eh c'est de voir comment ça peut s'articuler. Tout ce qui est aussi maintenant ouverture, tout ce qui touche à la RGPD, les données, comment vous allez, ça c'est important aussi de l'expliquer, comment vous allez, justement par rapport à la méthodologie, est-ce que vous allez vous récupérer des données par rapport à des corpus, est-ce que vous allez faire des entretiens, voilà, donc tout ça, comment vous allez les utiliser, comment vous allez les stocker, sur du moyen, sur du long terme, ça c'est important. Alors moi je sais que par exemple dans notre université, nous on travaille, mes collègues de notre bibliothèque ont travaillé, ont mis en place un comité, on a souvent des réunions de travail ensemble, justement par rapport à toutes ces questions de RGPD. Donc, moi, je vois pour des montages de projets ANR, les porteurs de projets, je les renvoie sur mes collègues de la BU, donc qui travaillent sur les données de la recherche, pour voir par rapport à leur projet qu'est-ce qu'ils leur proposent en matière, par exemple, de stockage. Voilà. Et tout ça, effectivement, ça peut être impactant sur le budget. Voilà, il y a le diagramme de Gantt. Effectivement, ça aussi, c'est une obligation à l'étape 2. C'est ce diagramme, ce fameux planning, en quelque sorte, qui va reprendre toute la temporalité de votre projet pour voir effectivement les livrables, comment dans le temps vous allez les planifier, le tuilage, comment ça va se faire. Et justement, par rapport à ce diagramme de Gantt et puis par rapport à votre méthodologie, c'est d'expliquer aussi, d'entrevoir les difficultés de réalisation du projet et de bien expliquer que si vous avez une difficulté à l'étape A, comment vous allez la contourner? Quel est votre plan B? Tout ça, ça fait partie de votre rédaction des 20 pages. Vraiment, on doit sentir que votre projet, il est ficelé, que vous avez pris en considération toutes les problématiques. Ne pas laisser penser aux évaluateurs qu'il y a des flous sur les étapes que vous annoncez. Voilà, un exemple concret que nous a dit dernièrement un évaluateur, un porteur a dit bon, qu'il voulait se rendre, voilà, il avait besoin de se rendre au Moyen-Orient pendant la durée de son projet, donc pour telle et telle raison, mais en aucun cas, quand on sait les problèmes, bon, à l'heure actuelle par rapport à ces destinations-là, il dit, voilà, il est resté très vague. Ok, mais s'il ne peut pas rentrer dans le pays pour aller chercher ces données, qu'est-ce qu'il propose en solution B?
Et bien ça, c'est indispensable de le faire, quoi. Vous ne devez pas laisser de flou, voilà, de questions possibles en se disant, mais tiens, l'évaluateur, qui puisse se dire, il ne propose pas de solution. Ah oui, il veut aller à un endroit, mais qu'est-ce qu'il va y faire? Quantifier ses données, enfin, voilà. Tout ça, c'est un package qui doit être solide, fiable et ne pas laisser de flou. Merci beaucoup Valérie, je crois que vous avez bien débroussaillé les... Et puis moi j'ai pas mal de questions par rapport à ce que vous avez dit, mais ce que je vous propose, c'est qu'on passe la parole à Mary, et puis ensuite on enchaînera les questions et la période de questions-réponses si ça vous convient. Donc Mary, si tu veux bien nous donner un petit peu ton retour d'expérience sur cette fameuse phase 2 en tant que porteuse de projet. Oui, est-ce que tu m'entends bien? Ok, je peux pas partager mon écran par contre, j'avais préparé un petit PowerPoint. Si tu peux me donner, Séverine, C'est John Eric l'autorisation. qui Ah oui. normalement il t'a donné les droits. Regarde. Normalement, je t'ai mis en co-hôte, donc tu vas pouvoir le tourner. Ouais, tu vas pouvoir le faire. c'est bon normalement. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Non, pas encore. Ou c'est bon. Oui, c'est bon, on voit, tu peux le lancer. Ok, parce que moi je. Ok. Vous voyez pas mes notes? Non, ok. Donc merci beaucoup aux organisateurs, organisatrices pour ce séminaire. Je porte le projet Luxnology, donc modélisation linguistique et computationnelle de la structure discursive des textes juridiques appliqués à l'apprentissage des langues. Donc c'est beaucoup plus simple de dire Luxnology. Je suis à Nantes Université au CRINI. Je porte ce projet depuis à peu près 2 ans en fait. Nous avons, à part l'ANER qui est partenaire, enfin, 4 partenaires, donc mon laboratoire, le CRINI, le LS2N qui est un laboratoire de sciences du numérique à Nantes, l'ERDIL qui est en didactique des langues à Toulouse et à Tilf qui a plusieurs différents objets de recherche, mais aussi la didactique des langues à Nancy. Voilà, on est sur un budget de 512 000 euros avec 50 000 euros de plus de la région de Pays-de-Loire. Donc, ça, c'est venu après. C'est un projet qui, au début, était 42 mois et puis on a demandé 6 mois en plus parce qu'on a opté pour faire 6 mois de stage avant de promouvoir, enfin, de décider que nos stagiaires devaient devenir nos doctorants. Donc, c'était une très bonne idée aussi, parce que ça permet aux deux parties de faire un bout de chemin ensemble. Donc, c'est 48 mois. On a commencé en janvier 23. Voilà, on va jusqu'à janvier en 27. Donc, on est sur 4 ans. Là, on est à 2 ans, donc à la mi-temps. On a, pour le financement, c'est principalement tout ce qui est ressources humaines. Donc, 2 doctorants, du temps de postdoc, pas mal de stages. On a aussi un peu d'argent pour notre prestataire pour développer un outil numérique. On est sur un projet, donc c'est Axe 15, c'est sciences du numérique, sciences humaines et sociales, donc c'est interdisciplinaire l'Axe déjà. Donc on a plusieurs questions recherche, plusieurs disciplines. On a une question de recherche en didactique, donc comment est-ce que créer des annotations sur des textes de spécialité, donc ici c'est des arrêts de la Cour suprême, peut aider la compréhension écrite. Ensuite, il y a aussi une question linguistique ou analyse de discours. Donc, quelle est la structure de ces documents, donc ces arrêts de la Cour suprême américaine? Et enfin, il y a des questions plutôt dans le domaine des sciences du numérique. Donc, comment est-ce que l'information discursive va être prise en compte par les modèles de langue? Là, vous avez notre organisation actuelle de Work Package. Donc, les Work Package, c'est un peu un jargon des projets, c'est des lots de travail. Donc, on en a 3 et on a plusieurs tâches. Donc, vous pouvez voir que tous les work packages ont été débutés déjà.
On a fini une partie, c'était la partie que je pilotais ici à Ukraine, donc c'était la modélisation linguistique, la notation. Et l'objectif, le livrable majeur, c'est un outil numérique pour parcourir le corpus NLT qu'on a créé. Donc, on va créer un type d'outil un peu comme Sketch Engine, bon, un peu moins bien parce que Sketch Engine a maintenant 10 ans et pas mal de financement, mais aussi qui prend en compte les unités discursives et pas uniquement tout ce qui est l'exem. C'est un peu la spécialité. Pour revenir un peu à la question entre les deux phases, on en a parlé avec Séverine, donc il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais je vais rebondir, peut-être donner un peu des exemples concrets de ce que mes collègues ont très bien déjà décrit. Donc, on a 4 pages pour la première phase, on en a 20 pour la deuxième phase. Donc, je suis allée regarder dans mes dossiers ce qu'on avait proposé au début. On peut voir qu'on avait proposé 6 work packages. Et on en a fini avec 3. Donc, on a réduit pas mal la complexité des work packages, mais on a rajouté des tâches. Donc, à l'intérieur de chaque work package, il y a des tâches. Et à l'intérieur de ces tâches, il y a des livrables. Donc, il s'agit de vraiment montrer comment on va travailler, dans quelle temporalité, avec quel livrable, et c'est très important de montrer comment notre demande pour les finances est liée à chaque tâche et comment notre demande de ressources humaines, comment on va utiliser les ressources humaines dans chaque tâche. Donc, c'est un peu ce que mes collègues ont dit. Il faut vraiment montrer par rapport à la première phase où on a 4 pages, donc on évoque les partenaires et souvent on invoque aussi les personnes qui sont à l'intérieur des laboratoires. Là, on va essayer vraiment de montrer chaque personne, surtout les doctorants ou les postdocs vont avoir tel ou tel rôle dans le projet. Donc, ça, c'est important. Voilà, et si on compare les deux, le graphique et puis le tableau, on a vraiment élaboré spécifiquement les livrables. On a donné un numéro, ce qui facilite et réduit aussi dans le texte. Enfin, refaire à beaucoup de numéros, c'est un peu difficile à lire quand même, mais ça réduit la taille des textes parce que 20 pages, c'est pas beaucoup. Donc, on peut parler de livrable D1.1 à l'intérieur. On dit quel type de livrable. Donc là, on parle de rapport ici dans le Work Package 1, mais après, on a des logiciels, on a des jeux de données. Donc, il y a différents types de livrables. Et on donne le mois où on pense pouvoir livrer ce livrable. Souvent, c'est des rapports, mais pas seulement. Donc, encore une fois, à chaque fois lié spécifiquement ce qu'on pense faire avec la demande de l'argent. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de fonds et qui va faire ces tâches, qui va collaborer. Dans les projets interdisciplinaires comme en Axe 15, il faut vraiment montrer qu'il y a une collaboration forte entre disciplines. Ce n'est pas juste les disciplines qui travaillent chacun de leur côté. Chaque tâche doit avoir plusieurs disciplines. C'est le cas. Ce qui est parfois un peu compliqué à piloter, mais très enrichissant et intéressant pour moi. Je voulais aussi faire un petit point à cette droit de réponse aux expertises. Donc, on reçoit les évaluations et on a droit à répondre aux expertises. Mais par contre, il y a des règles par rapport à ça. Donc, ce n'est pas exactement comme un article où on peut rajouter des choses. On ne peut pas normalement rajouter des informations. C'est-à-dire, il faut normalement partir de la proposition et démontrer pourquoi, par exemple, un expert aurait pu mal comprendre quelque chose. Donc, c'est un jeu qui n'est pas forcément facile. On ne connaît pas à l'avance la date. Donc là, Julie, cette année, c'était en mai. L'année où j'ai proposé le projet, ça a tombé sur le week-end de l'Ascension. Donc, ils ont dit 7 jours, mais en fait, c'était 3 jours ouvrés et 4 jours de week-end d'Ascension. Donc, il a fallu que je banalise un petit peu ce week-end. Donc, il faut le savoir à l'avance. Il y a aussi un nombre de mots limité. Alors là, ce n'est pas cité, mais on ne peut pas non plus faire des pages et des pages. Donc, ce n'est pas forcément simple. Et je voulais vous donner des exemples de ce qu'on a reçu. Donc, on a reçu 4 expertises. Je pense parce que comme on est dans un axe plutôt interdisciplinaire, on avait
des 4, 2 étaient plutôt positifs. Il y avait une qui était plutôt mélangée et puis il y en avait une qui était vraiment négative. Donc mes collègues ont dit: «Ah, c'est fichu, on va pas l'avoir, il y a quelque chose de très négatif», on a dit avec, mon collègue, Nicolas Hernandez qui est au LSEZ, on va quand même, donner, ce qu'on peut pour avoir ce projet. Donc je vous montre un peu comment j'ai fait. Donc j'ai fait un tableau avec tous les différentes remarques, pour chaque expert, un peu comme, quand on reçoit des expertises pour un article. Mais dans l'autre colonne, j'ai essayé de vraiment montrer où la personne aurait pu trouver cette information. Donc l'information était là, la personne ne l'a pas vue. Donc c'était, bon, j'ai donné des références des pages, parfois la référence de la tâche, la référence du paragraphe s'il fallait, pour essayer déjà de pas utiliser trop de mots quand c'était possible. Si page 12, par exemple, c'était très rapide, pour réduire le nombre de mots. C'est ça aussi. Alors là, c'est l'expert qui était plutôt difficile avec nous. Donc, si cette personne est parmi nous, c'est pas grave, mais il fallait quand même qu'on essaye d'avoir ce projet, ce qui a été le cas, en sachant que la réponse, si j'ai bien compris, ça ne va pas aux experts, ça va à la comité de sélection. Donc, il faut savoir que c'est une clarification, si j'ai bien compris, hein, si je pense que c'est comme ça, pour l'ensemble d'experts à l'ANR, pas les experts externes, qui vont choisir des projets. Donc, par exemple, les hypothèses de recherche sont cependant peu réalistes du fait que l'absence d'un cadre théorique cohérent. Donc, les personnes n'aimaient pas du tout notre manière de faire. Et à ça, on s'est permis de dire, en fait, là, c'est un débat plutôt sur la théorie et pas forcément sur... enfin, il a dit que genre theory et genre analysis theories de Swales n'étaient pas une vraie théorie linguistique. Donc, on a essayé de dire, en fait, ce cadre est très connu, il y a beaucoup de publications, donc ça a été assez difficile parce que c'était clairement quelqu'un qui avait notre approche et on n'allait pas pouvoir convaincre. Donc, on a essayé de montrer ça. On a aussi pu montrer que les personnes n'avaient pas très, très bien lu parce qu'il y avait des incohérences. Donc, on a signalé ça. Donc, this isn't exact. Donc, on a pu vraiment démontrer étape par étape qu'à la fois, c'était quelque chose et les personnes n'étaient pas d'accord sur le cadre théorique, mais le projet était quand même très cohérent et bien écrit. Et aussi montrer que peut-être les personnes n'avaient pas beaucoup de temps pour lire notre projet. Il y avait des choses qui étaient vraiment pas exactes. Donc, ça nous a permis d'avoir le projet quand même. Donc, je viens sur l'évaluation finale pour terminer. Donc, après avoir reçu la notification que le projet a été retenu, qu'on avait eu le financement, on a aussi une évaluation finale. Et je pensais que c'était intéressant pour les personnes qui souhaitent monter des projets pour voir ce qui était signalé comme important. Donc, les objectifs du projet sont clairs et ambitieux. Donc, c'est important à la fois d'être très clair, mais aussi de pousser la science plus loin. Là, les évaluateurs ont signalé la nature interdisciplinaire, mais c'est un axe interdisciplinaire, donc c'était nécessaire. Donc, novateur, c'est quand même important d'aller sur tout ce qui est innovation. On ne peut pas rester juste dans ce qu'on sait, il faut aller plus loin. Ils ont souligné le fait que j'avais déjà une expérience, donc c'était important. C'est important de montrer en tant que coordinateur qu'on sait faire, qu'on a déjà eu des petits financements. Je n'avais pas eu des grands financements avant ce financement-ci. J'avais porté un projet plutôt régional, mais c'était important. Ça montrait que je savais faire, aussi qu'on a travaillé avec des partenaires aussi, donc on avait fait déjà un bout de chemin ensemble. Et encore une fois, les rôles, tâches et besoins des différents partenaires sont clairement présentés. Pour revenir sur ce que mes collègues ont dit au début, il faut vraiment montrer qui va faire quoi et pourquoi on a besoin de ces fonds. Enfin, c'est ce que Valérie avait dit, c'est l'importance de l'impact. Donc, les enjeux socio-économiques, techniques, industriels. Et puis, dans notre cas, c'est aussi la didactique, donc pour les enseignants, les étudiants, les professionnels de droit.
Voilà, c'est cette idée d'être novateur, de se reposer sur des connaissances et compétences scientifiques solides. Donc, montrer qu'on a déjà l'expérience, si on a déjà travaillé avec des partenaires, c'est important de montrer cette expérience. Et enfin, 5 conseils, donc faire des captures d'écran. Nous, on a eu un problème de dépôt et on a reçu un message comme quoi ce n'était pas déposé, notre projet. Et comme je suis un peu frileuse, j'avais fait des captures d'écran qui montraient l'heure et la date à laquelle c'était déposé et ça nous a sauvés. Avoir au moins 2 chercheurs dans un laboratoire. Nous avons malheureusement eu quelqu'un qui a été gravement malade toute la première année. Donc, on a eu tout un labo qui ne pouvait pas travailler. Ça aurait été mieux maintenant, avec un peu de recul, d'avoir insisté pour avoir plusieurs personnes dans un labo. Il y a aussi des choses c'est pas vraiment important pour la deuxième phase, mais ça va être important pour plus tard. C'est de discuter par rapport à ce qui constitue être auteur, parce que toutes les disciplines n'ont pas les mêmes définitions et ça peut devenir difficile. Aussi, les jeux de données, qui va utiliser quoi, notamment les jeunes chercheurs. Les docteurs doivent faire une contribution individuelle pour leur doctorat. Donc, c'est important aussi de savoir comment on va gérer ça. Si possible, signer une convention. Alors, une convention n'est pas nécessaire entre partenaires publics, en tout cas quand j'ai déposé mon projet, mais c'est une bonne idée quand même. Savoir qu'il n'y a pas de décharge pour le coordinateur. Je parle de PRC, hein, et c'est lourd à porter quand même. C'est un projet collaboratif, donc on va faire beaucoup moins tout seul. Donc tout ce qui est grand projet personnel comme un HTR, ça peut être impacté par le fait d'être coordinateur. Et enfin, ce que j'avais dit, on a choisi de faire un stage de 6 mois avec chacune des personnes qui sont devenues nos doctorants, et c'était une très bonne idée. On a pu voir comment ils travaillent, ils ont pu voir comment on travaille et ça a permis de continuer en tranquillité sur une plus longue période, donc une période de 3 ans. Et c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mary, pour ta présentation. Alors, peut-être qu'on peut commencer à répondre aux questions qui se posent, soit dans le chat, mais j'ai vu qu'on a préparé au fur et à mesure, il me semble, ou peut-être des questions plus directes des participants qui sont en ligne. Pardon, j'ai une question sur les jeux de données. Pouvez-vous clarifier un petit peu ce que ça représente? J'ai pas très bien compris. Oui, alors oui. les jeux de données, on va créer avec un projet comme ça beaucoup de données. Donc un jeu, c'est un ensemble, set en anglais, de données. Et par exemple, dans mon projet, on a créé un corpus à noter. Ça, c'est des jeux de données. On a collecté des questionnaires. On a collecté d'autres questionnaires. On a collecté des entretiens. Donc, en fait, ça, c'est des jeux de données. Mhm. Et souvent, dans ce type de projet, c'est une collecte qui est collaborative. Donc, la question, c'est après, qui va publier sur ces données-là? Et je pense que c'est important dès le départ d'avoir une politique, ou au moins en parler. Est-ce qu'on fait des articles avec une seule personne comme auteur, ou est-ce que tout est collaboratif et donc on a des auteurs, plusieurs auteurs, et qu'est-ce qu'il faut faire pour être auteur? Est-ce qu'il faut écrire? Est-ce qu'il faut collecter? Donc, tout ça, ça peut varier selon les disciplines. Donc, c'est important de voir ça au début, je pense. Merci. Ok. Rien. Moi, j'ai peut-être une question par rapport à ce que tu viens de dire. C'est la question de Est-ce que tu peux revenir dessus? Qu'est-ce qui est attendu vis-à-vis des doctorants? C'est-à-dire quand on prévoit des thèses en termes de production propre qu'ils vont pouvoir mettre dans leur thèse. C'est ce que tu disais à propos de la gestion, enfin, de l'utilisation de ces données, de la collecte des données, de l'utilisation des données et de l'apport individuel du doctorant. J'imagine qu'il faut l'anticiper dans le dossier pour bien montrer, ça a été répété plusieurs fois, quand on compose l'équipe, qu'est-ce qu'on attend de chacune et de chacun en fonction du projet. Donc, est-ce que tu peux un peu revenir dessus et plus largement, peut-être tous les trois, revenir sur cette finesse des attentes, ce que vous avez dit, Karl, sur un stagiaire, ça ne fait pas ce que fait un ingénieur, etc. Donc, peut-être tous les trois revenir sur cette question de l'attente
quand on prévoit un postdoc, une thèse, des stagiaires de master ou des heures d'ingénieur de recherche ou un poste d'ingénieur de recherche, par exemple. Pour la question de doctorant, donc on sait qu'un doctorant doit faire une contribution pour avoir un doctorat. Et ça, dans un projet collectif, ça peut être compliqué de voir où se positionne cette contribution par rapport à tout ce qui est fait, parce que c'est large, c'est riche, mais c'est important pour cette jeune personne de pouvoir dire ça, c'est à moi. Donc ça, c'est pas toujours facile à baliser un peu ça, surtout quand il y a plusieurs jeunes personnes. C'est important d'éviter qu'on se marche pas sur les pieds. Donc nous, avec Warren Bonnard, qui est un des doctorants, donc de l'autre doctorant, Anas Belfati, est en sciences du numérique, donc je le pilote beaucoup moins, même si je l'apprécie beaucoup. Mais Warren Bonnard, je suis co-encadrant avec Alex Bolton. Et donc, Warren, on a passé quand même beaucoup de temps à essayer de voir quelles sont ses questions de recherche par rapport aux questions de recherche sur la technologie et qu'est-ce qui peut être à lui. Donc, il a en fait développé un corpus un peu alternatif. Il va comparer les landmark decisions, donc c'est des décisions très importantes, au corpus plus général. Donc, il peut utiliser des données. Donc, c'est le corpus général et il a contribué à ça. Mais il a aussi ce corpus qui est un peu à côté, qui est vraiment à lui. Et ça permet qu'il puisse mettre son nom sur des articles tout seul. Et ça me paraissait très important pour lui, pour nous, mais surtout pour lui, pour promouvoir cette jeune personne brillante pour sa future, son futur carrière. Et si je peux ajouter quelque chose, je dirais que c'est aussi un atout pour le projet de mettre en avant ce résultat pour les doctorants, de pouvoir avoir des publications, des travaux valorisés par le projet. C'est un petit atout supplémentaire parce qu'en fait, le projet ANR, c'est une somme d'atouts dont le total fait que c'est un beau projet. Et plus il y a d'atouts de ce genre, plus on a de chances d'attirer l'attention des évaluateurs et des experts. Est-ce que je peux rajouter quelque chose sur les jeux de données? Euh, S'agissant des jeux de données, et particulièrement dans certains domaines, alors en sciences numériques, SHS comme dans l'axe 15, mais aussi en sociologie, en ethnologie, des choses comme ça, où il va y avoir des données nominatives, des listes nominatives, des jeux de données nominatifs. L'ANR attend qu'on ait, et par rapport au RGPD, comme le disait Valérie, l'ANR attend qu'on ait un comportement qui soit professionnel dans ce domaine, c'est-à-dire donc respecter les obligations du RGPD en matière de gestion de données et particulièrement de données nominatives, et surtout être en mesure de démontrer qu'on aura ce qu'on appelle un PGD, un plan de gestion de données, qui soit euh, professionnel, monté, solide. Et un plan de gestion de données, c'est quoi? C'est toute une présentation, alors c'est très formaté, où on dit comment seront gérées, stockées les données, comment elles seront disponibles, quelle sera la sécurité pour ces données, quelle sera leur durée de vie, par exemple, si on doit les supprimer au bout de 5 ans, si on doit... Voilà. Tout ça, c'est très important. Alors, pas pour toutes les disciplines, mais le plan de gestion de données, c'est quand même une démonstration à l'ANR qu'on maîtrise nos données sur le plan intellectuel, scientifique, mais aussi matériel. Et ça, c'est très important. Et du coup, je rejoins, alors je fais une réflexion circulaire, je reviens sur l'appui au montage des dossiers, comme le précisait Valérie Dutilleul. Je découvre que finalement, certains candidats ne prennent pas la tâche de leur service d'appui disponible dans les universités, mais je crois que un des atouts supplémentaires
de la victoire, entre guillemets, pour obtenir un projet et de se faire très bien accompagner ou accompagner par la drive, enfin l'équivalent de la drive locale des universités, les services de valorisation et d'accompagnement de la recherche. Ça, c'est capital. À mon sens, il faut le faire dès le début, dès le projet, dès l'idée de projet, si les équipes sont disponibles en université, mais également pour les UMR. Le CNRS est présent auprès des UMR pour les accompagner au niveau régional. Il y a un service, le SPV, le service de partenariat et valorisation, qui est disponible, qui a des équipes pour ça, et qui accompagne aussi très étroitement les UMR ou les candidats à l'ANR qui relèvent du CNRS. Alors, les porteurs ont le choix. Vous pouvez choisir le CNRS pour être aidé, ou vous pouvez choisir l'université. À un moment ou à un autre, il faudra quand même faire un choix auprès de l'ANR pour la déclaration de la tutelle porteuse du projet. Et il y a quelques variations selon les universités ou le CNRS en termes de retour financier pour les équipes, pour les laboratoires qui présentent ces projets. C'est-à-dire que certaines tutelles, certaines universités ou le CNRS systématiquement reversent une partie de ce qu'ils touchent de l'ANR au laboratoire qui héberge enfin, qui porte le projet. Et ça peut être des fonds supplémentaires. Alors après, le laboratoire décide si ces fonds qui ont été rapportés par l'ANR bénéficieront à tout le monde, ou aux porteurs, ou à un axe. Ça, ce sont des choix politiques à l'intérieur des UMR qui sont parfois définis dès la constitution des règlements intérieurs et parfois au fil de l'eau selon les cas de figure des UMR. Donc, moi, je suis vraiment pour conseiller à nos collègues de prendre un appui institutionnel, un appui des tutelles immédiatement dès le début du projet, parce que ce sont des appuis extrêmement précieux, extrêmement professionnels, extrêmement experts aussi. Et on gagne beaucoup, d'abord par la relecture des projets par les collègues, et puis par les conseils qui sont très nombreux. Et puis, il y a les trucs et astuces qui peuvent nous échapper sur le dépôt des projets. Oui, Yves, vous aviez une question? Oui, merci beaucoup. Merci pour l'organisation de la réunion. J'avais une petite question peut-être pour Valérie Duthiol concernant les projets JC-JC. Je voulais simplement savoir, en fait, le porteur du projet doit avoir soutenu sa thèse combien d'années auparavant, au maximum? Alors, en fait, il y a pour les JCJC, il y a deux modalités. Donc, effectivement, il y a la modalité tenant à votre thèse. Il faut que vous l'ayez déposée, soutenue depuis moins de 10 ans. Par exemple, donc pour l'édition 2025, il faut que vous ayez soutenu après le 1er janvier 2014. Voilà, après on fait un calcul. Et puis la deuxième modalité, c'est par rapport à votre prise de poste. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Ils l'ont introduit, c'est relativement récent. Mais effectivement, donc, hormis la durée, moins de 10 ans pour la thèse, vous devez aussi être en poste depuis moins de 5 ans. Voilà, par rapport à votre première prise de poste. Sachant par exemple que si vous êtes maître de conf, donc par exemple votre première année qui est considérée comme stagiaire, hein, je crois, ça peut être comptabilisé dans cette durée de 5 ans. Par contre, vous étiez postdoc, vous étiez Prague, tout ça, ça n'est pas comptabilisé. Après, c'est justement là aussi, bon, c'est écrit dans l'appel, mais si vous prenez contact avec un service d'appui, normalement, mes collègues, justement, vont vous spécifier tout ça.
Alors, je dirais aussi, parce que Marie, quand elle a présenté son projet, elle a dit qu'il n'y avait pas de décharge d'enseignement. Quand vous vous positionnez sur un JC-JC, si vous êtes financé, vous avez une décharge qui est autorisée jusqu'à, si j'ai bonne mémoire, 96 heures équivalent TD par an sur la durée de votre projet. Donc, bien sûr, ça implique que vous ayez mis au courant, que vous en ayez parlé avec votre hiérarchie. Mais je veux dire, voilà, et ça, on peut le budgéter dans le projet. Voilà, après, c'est en fonction des établissements. Nous, par exemple, on a défini avec nos services RH un coût, voilà, on va calculer en fonction du nombre d'heures de décharge que vous demandez. Et bien sûr, ce que va vous donner l'ANR comme financement, normalement, ça va permettre à votre établissement de recruter pour pallier votre absence pour les cours. Donc, ça peut être intéressant parce que justement, effectivement, comme ça a été dit, c'est du temps, hein, c'est beaucoup de temps pour un projet de recherche. Donc, que vous ayez une décharge, voilà, c'est intéressant. Tout à fait. Merci beaucoup pour la clarté de vos explications. Merci. Je dirais par contre, voilà, si vous réfléchissez à déposer un JC-JC, c'est dans l'approche, hein, comme je l'ai dit, parce que là, vous allez montrer votre capacité à devenir un chef d'orchestre sur un projet de recherche. Donc, vous allez monter votre équipe, voilà, avec des expertises, avec des collègues qui peuvent venir d'autres établissements aussi. Il n'y aura qu'un seul financement, ce sera pour vous, contrairement à un PRC. Voilà. Et donc, c'est vrai que le JCJC, en matière de continuité dans votre avenir professionnel, enfin, c'est quelque chose qui peut compter. Mhm. Voilà, si vous êtes motivé, eh ben, j'ai envie de vous dire ça, c'est que c'est l'apport que vous pouvez en avoir ensuite dans votre parcours professionnel. Parce que je dirais de manière générale quand même, enfin, je ne sais pas, donc Marie, Sylvain, voilà, par rapport au projet qu'ils ont eu de financer, mais moi, quand j'ai discuté avec des enseignants, des porteurs de projets qui ont été financés, ils observent quand même l'ouverture de portes qu'ils ont pu avoir par rapport à leur environnement professionnel, à leur contact. Vous voyez, je vous dirais par exemple, pour en revenir au JCJC, nous avons un enseignant qui l'a eu, là il est même en fin de projet, ça fait déjà plusieurs années, mais par exemple là en fin de projet, il va faire une très grosse publication avec l'université d'Oxford, et chose qu'il n'avait pas entrepris au départ, enfin il n'avait pas projeté ça, mais parce qu'il a été repéré, voilà, et l'université d'Oxford a été intéressée par son travail, et du coup ils vont faire une publication commune. Mhm. Oui, Voilà. c'est une très belle opportunité, une très belle Ouais. vitrine également pour son travail. Oui, Merci. voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a une question de Michael Roy dans le chat. Je lis. Mary, vous avez précisé que vous aviez déjà obtenu de petits financements avant l'ANR. S'agissait-il de financement pour le même projet? Je me demande dans quelle mesure l'ANR finance des projets qui ont déjà été en partie initiés ou qu'il s'agit d'amplifier ou si l'ANR privilégie plutôt des projets présentés comme entièrement nouveaux. Alors oui, c'est un projet avec le MSH et c'était un peu le pré-projet de Nextnology. Donc c'était pas exactement le même projet parce que c'était pas du tout les mêmes montants d'argent, c'était 2 000 € et donc c'était par rapport à ce qu'on a obtenu de l'ANR 3 fois rien entre guillemets. Mais en fait c'est pas forcément le montant qui est important, c'est le fait d'avoir fait un peu de chemin avec certains partenaires. Donc, Alex Bolton était déjà dans ce petit projet. La Zen était déjà dans ce petit projet. Donc, ça a montré aussi qu'on savait travailler ensemble, qu'on avait déjà discuté, qu'on avait déjà des idées, que je savais déjà gérer un budget, même si c'était un tout petit budget. Et ça aide vraiment. Après, et mes collègues vont me corriger parce que pour tout ce qui est technique, mais je pense qu'on ne peut pas forcément avoir plusieurs financements en même temps pour le projet ANR déposé en soi. En tout cas, c'est pour ça que j'ai compris que la région de la Pays de la Loire qui a rajouté 50 000 € pour le porteur, donc pour moi, et j'ai pu embaucher une jeune postdoctorante, j'étais venue dans un deuxième temps.
en fait, sur le projet. C'était attribué dans un deuxième temps sur le projet. Donc, c'est intéressant de proposer des projets. Il faut pas hésiter. J'encourage tous nos collègues ici d'essayer avec, c'est important, le soutien de nos collègues dans les services d'appui. C'est vraiment très important de ne pas perdre du temps, de ne pas avoir quelque chose qui est pas validé et donc d'avoir passé autant de temps à monter un projet pour un petit détail qui finalement ne peut pas aller au bout. Donc, c'est vraiment important de prendre contact avec nos collègues. Ils ont des apports précieux pour les projets. Donc, ça, vraiment à faire. Alors moi, j'avais une question, peut-être c'est Valérie qui a évoqué la question des impacts sciences et société. Et moi, je veux savoir dans quelle mesure on attend des choses très précises avec des items très précis à renseigner, ou est-ce qu'on peut rester assez vague et sur quoi se centrer ou centrer peut-être les paragraphes qu'on va rédiger sur cette question dans le projet en phase 2. Euh, alors après, effectivement, moi, n'étant pas scientifique, bon, disons que je dirais qu'il y a plusieurs livrables qui sont possibles. Moi, je sais qu'après, on en discute avec les enseignants, justement en fonction de leur discipline. On essaye de dégrossir le terrain. Bien sûr que ça peut être un colloque, ça peut être une publication, mais il faut, enfin, moi, je ne conseille pas, si c'est une publication, de dire simplement je vais faire une publication. Il faut l'expliquer dans quel type de, voilà, en quoi ça va consister, pourquoi, voilà, quel public ça pourrait intéresser. Mais je veux dire, on peut aussi ouvrir. Nous, on a par exemple un projet qui a été financé, voilà, et il était intéressant justement par rapport à la thématique de prévoir une exposition temporaire qui serait ouverte au public, en lien, en collaboration, montée en collaboration avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, il peut y avoir je pense qu'il peut y avoir quantité de pistes, mais surtout, il ne faut pas se limiter, dire bah tiens, bah oui, je vais proposer de faire quelque chose, une promotion à la fête de la science. Voilà, point final. Ça va pas passer parce qu'il faut toujours expliquer, motiver, justifier son choix d'un livrable. Ça, je pense que c'est hyper important. Mais effectivement, il y a multitude. Ça peut être un jeu, ça peut être un jeu de société, ça peut être un jeu. Il y a beaucoup de livrables qui sont possibles. Et ne pas se limiter toujours à la publication ou bon, le colloque, effectivement c'est indispensable parce qu'il y a de redonner, de donner les résultats. Mais voilà, il y a d'autres possibilités. Ça peut être des collaborations aussi, des collaborations avec des associations, des culturelles. Toujours pareil en fonction de la thématique. Mais personnellement, moi je vois quand on discute et c'est là que c'est important, c'est l'échange du scientifique avec son service de montage. Bon, en plus, moi, je suis assez sensible justement à cette notion d'impact, je pense, de par mon cursus professionnel. Et du coup, on a vraiment en discutant, en décortiquant, enfin, moi, on arrive à trouver un certain nombre de livrables, mais toujours justifiés. Voilà. Merci beaucoup Valérie. Puis sur cette question des livrables, disons, en direction de la société, est-ce que Carl ou Mary voulaient ajouter peut-être quelque chose? Parce que c'est toujours un petit peu... Là, c'est intéressant de balayer l'ensemble des livrables possibles parce que des fois, on a un petit peu du mal à imaginer ce qui est faisable. Nous avons fait le choix d'une exposition, effectivement, grand public, puisque l'un des fonds, alors pour mémoire, donc nous travaillons sur des fonds patrimoniaux des premières agences de presse photographique que nous numérisons et que nous allons travailler au moyen de l'IA. Donc nous sommes aussi en axe 15, sciences numériques et SHS.
Euh, à partir de ça, nous aurons à la fois des résultats qui sont en informatique et en histoire. Et l'un des fonds est conservé au service historique de la défense du ministère des Armées au château de Vincennes. Et nous travaillons actuellement avec eux pour monter une exposition grand public, accès gratuit, avec une large diffusion web et un accompagnement des services euh, communication du ministère des Armées pour qu'il y ait une, une diffusion dans la société de nos travaux sous un angle qui est à la fois grand public, mais à la fois aussi avec nos travaux scientifiques mis en valeur dans le cadre de cette exposition. Pour notre part, on n'a pas mis des livrables spécifiques, mais d'un certain point de vue, le livrable majeur de notre projet est un outil qui est ouvert. Donc déjà, c'était déjà en public et des ressources éducatives libres qui vont avec. Donc peut-être ça peut compter. Après, on a mis un certain nombre d'actions. Donc il y a une rubrique pour ce qui est impact et médiation. Et on a vraiment fait toutes ces actions. Moi, ça fait 2 ans que je fais la nuit blanche des chercheurs, la fête de la science. C'est extrêmement enrichissant. Ça prend du temps, vraiment pour bien faire. On a monté une pièce de théâtre en utilisant des bouts de dialogue des différents arrêts. Et c'était, on l'a fait avec des étudiants en droit. On a embauché un comédien pour monter remettre en scène cette pièce et c'était très appréciable, c'était sur l'avortement et donc mais ça prend du temps. Faut pas sous-estimer en tant que maintenant, il y a des différents instruments, donc je parle pour le PRC, mais je n'ai pas de décharge. C'est vraiment 80 voire 90 de mon temps, c'est ce projet-là. Donc c'est vraiment important de tenir ça en tête en termes de stratégie et même pour choix d'instruments. Peut-être un jeune chercheur aimerait avoir cette décharge et donc préfère un autre type d'instrument en sachant que je n'aurais pas pu travailler comme je travaille avec mes collègues en TAL, donc en traitement automatique de langage, si j'avais monté quelque chose tout seul. Donc il y a tous ces différentes choses à peser quand on fait le choix, mais c'est vraiment presque tout mon temps de recherche, c'est ce projet-là. Il y a très peu de temps pour les autres projets. Merci beaucoup, Mary. Alors, est-ce que moi, j'ai balayé les questions que j'avais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, soit dans le chat? John-Éric, oui? Oui, non, bah, une remarque, et peut-être une question aussi sur le livrable, c'est donc, donc, fatalement enfin, les livrables, notamment les livrables dirigés vers la société au grand public ou de la diffusion plus large. Alors, je pensais au jeu, peut-être que vous le connaissez, notamment les linguistes dans la pièce, le jeu Cosmopolite, qui avait été fait à Lyon 2, parce que je vois la boîte, j'ai la boîte sous les yeux. Euh, mais donc, ça veut aussi dire que dans la réflexion sur la production des données, ben, sur la production de la recherche, donc il faut avoir un peu, enfin, et dans la constitution du budget, il faut prévoir du budget pour du game design, du graphisme, donc ça fait. Donc je me demande un peu dans quelle mesure, à quel niveau de détail il faut réussir à rentrer pour ces choses-là, parce que c'est un peu, enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent un peu dans le truc. Il faut réussir à intéresser une maison d'édition avec le projet. Il faut ensuite enfin, comment est-ce qu'on peut anticiper? Donc à quel niveau de détail est-ce qu'il faut anticiper un peu ce genre de choses-là si on veut avoir un livrable qui va un peu dans ce type de direction? Et la deuxième question que j'ai, c'est donc j'ai bien compris que le coordinateur du projet ne peut pas avoir de décharge. Mais par exemple, je pense que dans le cadre de la possibilité de faire un PRC, mais avec une dimension internationale, sans nécessairement passer par les conventions spécifiques PRCI. Est-ce que des collègues étrangers, est-ce qu'on peut financer des décharges à des collègues étrangers qui ne seraient pas les coordinatrices immédiates du truc? Alors, par exemple, typiquement, en fait, monter un projet de recherche de ce format-là avec des collègues au Royaume-Uni en leur disant vous n'aurez pas de décharge, c'est compliqué potentiellement. Donc, je voudrais savoir un peu quelles sont, enfin, quelles sont les possibilités et aussi à quel point l'ANR
risque tout simplement retoquer en disant, ben ça, on veut pas, ça nous intéresse pas, coupez-le du budget, quoi. Alors, la question c'est pas qu'elle est compliquée, mais euh, vous pouvez, enfin, dans l'appel générique, donc comme je l'ai dit, il y a plusieurs instruments. Il y a le PRCI, par exemple. Alors, ça veut dire que vous êtes avec un partenaire étranger, mais déjà, pour que ça soit éligible, il faut que ça, vous ne pouvez pas prendre, vous, n'importe quel partenaire étranger. En fait, pour qu'il soit financé, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait en amont une collaboration bilatérale entre l'ANR et une agence qui est équivalente à l'ANR, qui sera donc dans le pays où sera votre partenaire. Donc, il faut déjà qu'il y ait cette condition-là. Donc, de toute façon, l'ANR, elle annonce chaque année les collaborations étrangères qu'elle a. Donc, voilà, si déjà après, vous voyez tout de suite si votre partenaire se situe dans le pays concerné ou pas. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, alors, par contre, vous faites un PRC, vous pouvez avoir des partenaires qui sont sur fonds propres, ce qu'on appelle. Donc, ça veut dire qu'ils ne seront pas enfin, ils seront pas financés par l'ANR. Parce que, voilà, voilà, ils sont dans le projet parce qu'il y a une raison, il y a une expertise dont vous avez absolument besoin et qui explique leur présence dans le PRC, mais ils ne seront pas financés. Vous pourrez prendre en charge, vous pourrez mettre dans le budget, par exemple, les missions. Si vous voulez, par exemple, vous faites un colloque à un moment donné dans votre établissement, dans votre ville où vous êtes, vous pourrez effectivement, ça c'est éligible, les faire venir, prendre en charge leur billet d'avion, leur billet d'hébergement. Mais en aucun cas, vous pourrez voilà, les financer, renvoyer de l'argent pour eux, parce que voilà, ils seront sur fonds propres, ce qu'on appelle. Et puis, je dirais, après, il y a des subtilités. Il faut faire attention que, OK, vous montez un PRC, mais vous avez parce que vous dites, moi j'ai X raisons de dire à mes collègues de tel pays, je voudrais qu'ils soient dans mon projet. Alors là, attention, parce que ça ne devienne pas un PRCI déguisé. Voilà, il faut, à un moment donné, il y a ces subtilités-là aussi auxquelles il faut faire attention, que vous ne fassiez pas retoquer parce que les évaluateurs pourraient dire, mais attention, c'est pas un PRC, ça c'était un PRCI qui nous a fait. Pourquoi il s'est mis dans le PRC? Alors, voilà, on a le même souci, par exemple, pour les JCJC, où des fois on pourrait se dire, mais c'est un PRC déguisé. Mais ça, c'est une notion de subtilité après qu'il faut, et ça, c'est normalement, c'est vos services d'appui aussi qui peuvent vous guider dans ce genre de choses, à bien comprendre ce que vous voulez faire. Merci beaucoup. Et je dirais qu'il y a finalement, enfin, il y a une réglementation, entre guillemets, hein, quand vous postulez à l'ANR. Donc, moi, je vois même, nous, je vous disais tout à l'heure au début que je faisais partie d'un réseau d'homologues qui s'appelle Cap Recherche. Et ben, c'est vrai qu'entre nous, on échange aussi beaucoup. On a une plateforme pour ça, lors des montages, en disant, écoute, là, voilà, j'ai une particularité, j'ai quelqu'un, un enseignant qui est venu me voir. Il voudrait monter voilà, avec un consortium, par exemple, de telle nature. Qu'est-ce que vous en pensez? Et en fonction de l'expérience de chacun, voilà, il y a des homologues qui vont dire, bah, écoute, fais attention, parce que là, moi, je trouve ce consortium bancal. On risque de le retoquer pour telle raison. Voilà, voilà, quand je donnais l'exemple tout à l'heure d'un consortium, enfin cette année, d'une équipe de recherche qui était un peu particulière parce que j'avais une émérita qui portait ce projet en tant que partenaire. Bon, tout de suite, ben, on a la petite lumière qui s'allume. On n'a pas toutes les réponses aux questions, mais ça nous alerte, quoi. Et on va se dire, oh là là, il faut que je pose des questions là parce que c'est pas clair, c'est pas net. Merci beaucoup Valérie, et puis merci à nos deux autres intervenants, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques dans le chat ou parmi les participants qui sont avec nous en ligne? John-Éric, il me semble que tu avais une première question dans ton... Oui, oui, moi, c'était simplement sur le niveau de détail à mettre spécifiquement sur des livrables Ah oui, type un jeu de société. Enfin, j'avais vraiment pensé au jeu de société parce que j'ai joué à Cosmopolite il n'y a pas très longtemps.
Mais donc, je me posais un peu la question du niveau de détail dans lequel il fallait aller et dans lequel on pouvait anticiper, enfin, on pouvait s'attendre à ce qu'on aille. D'accord. Bah, de toute façon, tu vas être limité par la taille du dossier. Donc, il faut équilibrer les réponses entre tout ce qu'on nous demande et le niveau détail sera forcément, puisque c'est un projet, et parfois ce genre de réalisation, c'est au terme du projet, à 3 ans ou à 4 ans, le niveau de détail sera forcément limité. Tu devras le, le chiffrer approximativement, évidemment, mais quand même de manière réaliste, et le présenter en une ligne ou 3 lignes, en justifiant toujours, hein, comme le disaient nos collègues, l'impact. Comment tu le fais et pourquoi tu le fais, voilà, et pour qui. Le détail, il est là. Au-delà, on comprend bien qu'on n'a pas toujours toutes les données, sauf si vraiment on a d'ores et déjà des devis pour des publis, on a déjà avancé par ailleurs en temps masqué pour faire une expo, et on a plus de certitude justement à mettre dans le dossier en disant je vais faire une exposition à tel endroit avec telle personne. Ça, ce sont des choses qui sont toujours intéressantes pour le dossier, plutôt qu'effectivement un niveau de détail qui soit juste vague et sans grand intérêt, voire pas crédible parfois. Voilà. Alors, merci beaucoup. Oui, c'est vrai, la question se pose hein, pour plusieurs points le détail qui est attendu sur cette phase 2. Alors, je pense qu'on a quand même récupéré un certain nombre de conseils très, très précieux dans la façon dont on appréhende cette deuxième phase des projets ANR. Avant de conclure, est-ce qu'il y a des questions qui restent en suspens? Juste Il me reste, oui, Valérie, peut-être? pour répondre à John-Éric par rapport à cette question de jeu de budget, c'est vrai qu'un projet, quand il dure 48 mois, par exemple, c'est vivant, on sait que ça va évoluer dans le temps. À savoir que il y a une fongibilité qui est possible entre des postes de dépenses. Et ça, c'est pas rare qu'il y ait. Donc, par exemple, vous avez prévu une enveloppe pour telle chose, et puis finalement, vous la dépensez pas toute. Bon, on peut justement, le reliquat peut être mis sur une autre enveloppe. Donc, par rapport justement, vous parliez de trouver un éditeur de jeux de société, ou voilà. Simplement, après, il faut prévenir l'ANR. Il y a une information auprès de l'ANR, voire une autorisation qui peut des fois être nécessaire en fonction de certains seuils financiers. Mais voilà, en principe, quand vous êtes financé, vous avez des interlocuteurs précis pour votre projet à l'ANR. Vous faites remonter une information, moi je vois, elles sont traitées, et puis souvent, enfin là, ça s'est accordé. Si c'est bien justifié, l'ANR vous dit, allez, feu vert, vous pouvez y aller. Oui, ça c'est important de le garder à l'esprit par rapport aussi à ce que disait Mary, c'est-à-dire qu'en fait, on conçoit aussi sur une certaine durée, et puis 48 mois, c'est très long, donc on comprend que les projets évoluent. Très bien, et ben, j'aimerais remercier chaleureusement. Dernière Oui, question dans le chat. Excuse-moi. ah pardon, excuse-moi. Il y a Karina qui Oui, demandait. oui, oui, pardon. Tu Bonjour veux à poser tous. ta question? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous m'entendez là? Oui. Ouais, parfait. Oui, il y avait une question qui avait été posée, je trouvais qu'elle était très intéressante, c'était les attentes des différents postes par rapport à un postdoc, un ingénieur de recherche. Et je crois qu'elle est passée à la trappe, cette question. Et ça serait intéressant d'avoir des éléments là quand on doit définir voilà, des postes précis dans le projet. À quoi est-ce qu'il faut être vigilant pour le choix de l'un par rapport à l'autre? Je sais que j'ai discuté avec certains qui ont obtenu le financement et ils disaient par exemple entre l'avantage ou non postdoc, enfin voilà, par rapport à ce que ça implique après en termes de gestion. Merci beaucoup. De mon expérience, faut savoir quelle tâche sur laquelle on va mettre cette personne. Donc, un doctorant, ça va être une tâche assez longue et compliquée parce qu'il s'agit de 3 ans. Ça doit apporter une contribution personnelle au domaine de recherche aussi, hein. Donc, c'est une relation qui est sur la durée du projet.
Pour un postdoc, ça peut être 12 mois. Maintenant, je pense qu'on on peut pas faire des contrats de moins de 12 mois. C'est un an, donc c'est quand même une tâche conséquente. Par contre, de l'expérience, 12 mois, ça passe très vite. C'est très intense. Connaît pas forcément les personnes, donc il y a un moment où on doit apprendre à se connaître. Et on part avec l'idée qu'un postdoc est un peu plus indépendant parce que c'est quelqu'un qui affie sa thèse. Ça allait prendre, je pense, un petit peu de personnes et de tâches. Donc, pour l'ingénieur de recherche, on n'a pas d'ingénieur de recherche dans mon projet à moi. Je peux laisser peut-être mes collègues intervenir sur cette question, mais j'imagine que la contrainte de 12 mois qu'on a avec un postdoc ne s'applique pas. Je vous laisse peut-être intervenir sur la question de choix d'un ingénieur de recherche. Alors, pour nous, plus globalement, la question du choix s'est résolue naturellement. C'est-à-dire que euh, les besoins qu'on avait pour un stagiaire, pour un doctorant, pour un postdoc, pour un ingé, sont très différents et finalement s'imposent un peu naturellement. Si on a besoin de faire de l'annotation de documents en masse pendant 5 mois ou 3 mois ou 2 mois, on va prendre un stagiaire. On ne va pas confier cette tâche à un doctorant ou un ingénieur. Encore qu'on peut prendre un ingénieur d'études ou un assistant ingénieur pour le faire, mais on ne le confie pas à un postdoc. Donc, selon le niveau du besoin, s'il est le niveau scientifique aussi du besoin impose que ce soit tout naturellement, on va se tourner vers un doctorant ou on va prendre un postdoc. Et puis l'autre contrainte, c'est la contrainte financière aussi, qui naturellement nous oriente dans une direction ou une autre parce que ce ne sont pas les mêmes coûts. Et enfin, je dirais, notre difficulté à nous a été le vivier de recrutement. Que ce soit un recrutement en externe ou un recrutement auprès des étudiants. D'autant plus que nous, on avait une part scientifique importante, mathématiques ou sciences numériques, ordinateur, intelligence artificielle, où le vivier est extrêmement faible puisque les candidats vont plutôt dans le privé que sur des contrats d'université. Donc, je dirais que toutes ces questions, en tout cas en ce qui nous concerne, se sont décantées vraiment naturellement. Et naturellement, on a eu, on s'est orienté vers tel ou tel profil de poste de recrutement. Alors, on a 5 stagiaires maintenant, on va avoir plusieurs postdocs, plusieurs doctorants. Et puis, on a fait des tests aussi. On a fait un recrutement d'ingénieurs de recherche et on n'a pas eu de réponse. On n'a pas eu de réponse de candidats pertinents. Donc, voilà, je dirais que le choix il ne faut pas trop avoir d'inquiétude parce que je pense qu'à mon sens, le choix s'impose de lui-même ou les besoins s'imposent d'eux-mêmes. Et après, les difficultés, c'est plus ça veut dire qu'il faut visualiser son besoin quand même au moment de monter le dossier en phase 2 et se dire là, je vais avoir besoin de tel profil pour tel budget, etc., etc. Et se renseigner auprès des collègues quand même, parce que on se dit idéalement j'ai besoin de ça, 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 puis en fait dans les faits, le bassin de recrutement il est vide ou le vivier il n'est pas là dans l'université. Et c'est important de connaître aussi, d'avoir aussi en tête ces données-là. Et je peux dire aussi, c'est difficile de recruter des jeunes chercheurs en ce moment, hein, même en informatique, je sais que c'est très compliqué, mais même au-delà de ça, j'ai passé plusieurs annonces pour avoir mes stagiaires, pour avoir notre doctorant. On a eu beaucoup de chance. C'est une personne qui est à la fois brillante et travailleuse, mais c'est pas facile. C'est pas facile en ce moment. Mais il faut penser à ces questions. Merci Simplement, beaucoup. Oui, je voulais Valérie. juste dire par rapport à ces recrutements,
que l'ANR, enfin les financements de l'ANR, c'est vraiment fait aussi justement, c'est un levier pour recruter, hein. Donc, si ça existe, c'est aussi pour ça, parce que moi je vois en SHS, c'est voilà, pour qu'un doctorant obtienne un financement, c'est pas du tout évident. Donc voilà, faut pas hésiter à. Bien sûr que ça sera en fonction de la mission, mais par exemple pour les postdocs, effectivement, le 12 mois, c'est vraiment un minimum. Je sais qu'à une époque, l'ANR voyait d'un mauvais œil si un porteur mettait un postdoc pour 6 mois, quoi. Parce que justement, si ça existait, c'était bien pour pouvoir créer de l'emploi. Donc voilà. Oui, cette question RH, elle est assez centrale et on a pu voir dans le développement que Mary a fait sur le budget, que c'est la majeure partie du budget en fait, hein, généralement, c'est les dépôts d'ANR. Et tant mieux. Ah, et tant mieux, oui, tout à fait. C'est fait pour ça. Karina ou peut-être d'autres euh, participants en ligne, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde dans le chat en même temps. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces éléments très précis. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de remercier nos deux intervenantes et notre intervenant aujourd'hui, hein, sur ce webinaire. Et puis les participants, bien entendu. Donc, ce qu'on va faire, on va bien entendu le mettre en ligne avec les autres. Alors s'il y a d'autres éléments qui viennent à l'esprit de Mary, Valérie ou Karl, et vous pensez que c'est important peut-être qu'on mette des liens ou des choses comme ça, n'hésitez pas à nous le dire et à nous le préciser, comme ça nous aussi on peut enrichir le document qu'on a mis et qui guide les collègues, on a essayé de recenser l'ensemble des dispositifs de financement. Et puis, donc vous remerciez une fois de plus tous pour la participation aujourd'hui. Et vous, alors non, c'est le deuxième webinaire qu'on vous proposait cette année. On a un projet de troisième webinaire, sans doute sur les financements d'accueil, enfin d'accueil possible dans les institutions culturelles. Mais on vous tiendra informé une fois qu'on aura précisé la date. Ce sera sans doute aux alentours de la date du congrès. Voilà. Donc merci encore à toutes et à tous. Et puis on vous souhaite une bonne après-midi et bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Voilà, merci. Au revoir.